Donc nous voilà pour la postérité d'Alexandre durant l'époque contemporaine. Donc le premier grand personnage bien sûr qui va nous occuper, c'est Napoléon Bonaparte. Évidemment qui va s'inspirer d'Alexandre en tant que grand stratège et génie militaire, mais voilà, c'est plus bien subtil que ça. Donc voilà, il va témoigner durant la première campagne d'Italie, donc en 1800, de son admiration pour Alexandre, hein, c'est dans son journal, qui selon lui donc, serait supérieur à Jules César dans l'art de la guerre. Il souligne d'ailleurs l'importance stratégique du siège de Tyr, hein, dont on oublie parfois au détriment des grandes batailles rangées, et le fait qu'Alexandre ait cherché à attirer une bonne fois pour toutes le gros de l'armée perse, hein, Gaugamel, pour la vaincre complètement. C'est une stratégie qu'il appliquera évidemment dans ses grandes campagnes contre les Prussiens et les Autrichiens notamment. Lors de la campagne d'Égypte, donc Napoléon exhorte ses soldats en rappelant le souvenir du Macédonien. Alors pour autant, la figure d'Alexandre reste peu présente dans ses discours officiels. Il cherche pas du tout à passer pour un nouvel Alexandre, hein, mais à être honoré par lui-même. Donc dans ses mémoires, donc écrites en 1816, hein, donc dans son exil à Sainte-Hélène, il montre tout de même son admiration pour Alexandre, dont les conquêtes seraient pour lui le fruit d'un calcul politique. Il écrit aussi que c'est un grand législateur, hein, mais voilà, qu'une fois arrivé à l'apogée de son pouvoir, voilà, le succès lui a tourné la tête, hein, et il dit d'ailleurs une belle formule, hein, il a commencé avec l'âme de Trajan, il finit avec le cœur de Néron et les mœurs d'Héliogabale. Voilà la belle formule. Euh, alors, voilà pour la figure de Napoléon. Alors, au début du 19e, on l'a vu, voilà, Alexandre symbolise, on pourrait dire, l'impérialisme ou l'européanocentrisme triomphant. Il s'inscrit aussi dans une mode, hein, le courant orientaliste. Et là aussi, bah, il est repris dans l'empire allemand pan-germaniste, hein, à la fin du 19e. Donc voilà, il est vu comme l'unificateur de la cause hellénique et le champion même de la race aryenne, on verra encore dans un autre point. Et il est parvenu en fait à unifier les Macédoniens et les Perses, hein, des peuples d'origine indo-européenne. Donc c'est l'époque aussi où on découvre les racines indo-européennes. Donc en France, sous le règne de Napoléon III, voilà, il retrouve une forme un peu de notoriété, parce qu'il avait été un petit peu oublié au 19e, on dira Alexandre, hein, voilà, autre temps, autre mœurs. Et il fait quand même figure de modèle, hein, parce qu'il aurait associé les colonisateurs et les peuples indigènes. Donc il y a un ethnologue, hein, voilà, qui affirme que Alexandre est le Christophe Colomb de l'Asie, hein, voilà. Il y a des historiens aussi, bon, on verra, on a déjà étudié, mais enfin notamment Dreuzen, voilà, qui remettent, on va dire Alexandre ou l'époque hellénistique dans une démarche scientifique. Donc il y a un historien qui s'appelle Elias Bickerman, hein, qui est très connu pour avoir travaillé sur les Séleucides, qui considère voilà que les conquêtes d'Alexandre ont permis d'helléniser donc les élites indigènes, qui sont devenues voilà de facto les défenseurs des valeurs grecques. Et voilà, finalement, il y a quand même on va dire, une rupture, c'est que le processus de la décolonisation, donc entamé après la Seconde Guerre mondiale, euh, voilà, Alexandre n'est plus forcément le héros européen civilisateur par excellence. On voit d'ailleurs plutôt le côté prédateur de ses conquêtes. Et on va voir après la Seconde Guerre mondiale, voilà, aux yeux de certains historiens, ouais, il va devenir le prototype du tyran, du despote éclairé, même on pourrait dire, du dictateur. Voilà, ce qui démontre quand même le poids des idéologies dans l'histoire tout au long du XXe siècle. En tout cas, je parle pas de l'historiographie qu'on a déjà vu hein, dans les premières vidéos, donc je reviens pas sur l'historiographie contemporaine. Hein, je parle là que de la postérité, on dira. Donc voilà, en tout cas pour faire un bilan sur l'époque contemporaine, voilà, Alexandre il fait comme bonne figure dans les grands personnages de l'histoire. Donc il y a un classement semi-officiel, voilà, fait par un Américain, Michael Hart, qui a classé les 100 personnes les plus influentes dans l'histoire du monde. Il est 33e. Voilà, faut le savoir, 33e sur 100. C'est pas un classement mirobolant non plus. Et dans le Guardian aussi, donc en 2014, ils ont fait aussi une liste des 30 plus grandes figures historiques et il est 9e. Donc voilà pour l'époque contemporaine. Euh, Là aussi, je vous le dis, mais on fera d'autres vidéos sur Alexandre dans l'art, hein, notamment dans la littérature aussi. Donc là, je ne parle que de la postérité, hein, je ne parle pas de Alexandre dans l'art, qui est encore autre chose, hein, c'est un autre thème.
Alors voyons aussi la perception qu'ont les nazis, hein, par rapport à Alexandre. On l'a vu, voilà, évidemment dans le cadre du pan-germanisme, notamment prussien, il y avait une analogie avec la Macédoine d'Alexandre. Donc il va faire figure, on l'imagine bien, de héros au départ, de manière un peu simpliste, de la race aryenne, hein, qui est parvenu à unifier les Indo-Européens, Macédoniens et Perses. La position d'un grand historien helléniste, hein, qui était proche du nazisme, qui s'appelle Helmut Berv, qui publie donc un ouvrage important en 1926, une prosopographie voilà de tous les personnages de l'histoire d'Alexandre. Et voilà, pour lui, c'est un héros de la race aryenne. Donc il y a des historiens aussi encore plus proches du nazisme comme Fritz Schermer, excusez-moi pour la prononciation allemande qui est très mauvaise. Alors ils conçoivent, alors ça c'est une critique, hein, le temps d'Alexandre en fait et la période hellénistique comme un moment, ouvre les guillemets, de dénordification. Enfin, c'est-à-dire en gros, les Macédoniens se seraient mélangés avec les Perses et enfin, expliquer que plus tard, voilà, ça explique la chute, hein, de la civilisation hellénistique face aux Romains notamment. Alors voilà, il y a assez ambigu par rapport au national-socialisme. Alors je le dis d'emblée, j'aurais pu le dire, voilà, c'est du coup l'œuvre d'un historien qui s'appelle Chapoutot qui a beaucoup travaillé sur l'histoire contemporain, donc sur l'historiographie nazie. Alors il est vu évidemment comme un Indo-germain, donc un Indo-européen, mais voilà, il considère que voilà, le sang arien, grec, macédonien serait l'égal, hein, du sang perse. Donc ça c'est une critique, on dira, aux yeux des nazis, alors que lui, son père, avait voulu préserver voilà la race aryenne au sein du royaume de Macédoine. Donc voilà pour le côté racialiste, hein, sur lequel je vais pas trop développer. Pour le cas donc de cet historien. Alors il y a aussi Alfred Rosenberg aussi, évidemment, les nazis de plus grand, qui voilà critique Alexandre parce que ça n'aura pas permis de faire perdurer la domination donc perso-macédonienne, hein, ainsi que l'hégémonie raciale, hein, permise par cette alliance. Donc au départ, ils pensaient que c'était une bonne chose, mais que sur le long terme, ça n'a pas permis, ça n'a pas perduré. Voilà, donc d'une manière générale, les savants nazis donc, considèrent voilà, que la période d'Alexandre serait une période excusez-moi, d'abâtardissement racial, c'est dur à dire, et que les diadoques et les épigones, en fait, ils sont d'ailleurs de sang mêlé, en fait, ne règnent pas sur des royaumes, on va dire, unifiés racialement, avec des éléments sémitiques notamment. Voilà, donc je vais pas trop développer donc, cet aspect-là, donc Alexandre vu par les nazis sous le Troisième Reich. Alors, voyons maintenant, pour terminer, Alexandre donc, en Grèce contemporaine, évidemment figure de grands héros. Donc durant l'occupation ottomane, les Grecs lisent et étudient énormément le roman d'Alexandre, donc en version grecque, en version byzantine, et encore plus donc au XIXe siècle, à l'époque donc de la guerre d'indépendance, donc 1821-1829. Donc l'épopée d'Alexandre est l'exemple à suivre, hein, pour se libérer de l'hégémonie turque. Et les Turcs, bien sûr, sont associés aux Perses. Le roman, il va connaître vraiment une grande popularité. Ça devient un des livres les plus lus par les petits Grecs, hein, voilà, à l'école notamment. Donc ça, il est adapté donc, dans une langue populaire, en langue simple. Et voilà, un des grands chefs de la révolution grecque s'appelle Constantin Canaris, qui lit régulièrement le roman. Et donc après l'indépendance, hein, et jusqu'au milieu du XXe siècle, les savants grecs font du roman un symbole de la culture grecque. Et voilà, il y a des professeurs, un professeur d'origine grecque, Constantin Dimaras, un professeur à la Sorbonne, qui écrit que tout jeune grec doit avoir lu le roman, hein, avant d'avoir étudié les grandes œuvres de la littérature grecque et étrangère. Alors on met aussi en avant les liens entre Aristote et Alexandre, hein, voilà la transmission de maître à disciple, puis par l'échange épistolaire aussi entre les deux hommes, et ça sert de référence pour l'éducation, donc la païda. Et le récit quand même montre que le disciple peut dépasser le maître. Et donc le roman reste une lecture populaire, hein, jusqu'à maintenant, et s'inspire encore de nos jours beaucoup de la littérature et l'iconographie populaire. Donc voilà, bien sûr, Alexandre reste la Macédoine un sujet d'études privilégiées pour les historiens grecs contemporains. Il y a des fouilles archéologiques, donc entreprises à Égaï, Pella, Amphipolis, des grandes découvertes, notamment bien sûr le tombeau de Philippe II, hein, qui ont renouvelé l'intérêt pour l'histoire de la Macédoine antique. Et voir aussi, il y a des rééditions en grec moderne de Diodore, de Plutarque notamment.
Alors, à voir aussi que depuis les années 90, bon, ça s'est un peu réglé, mais voilà, la figure d'Alexandre est un enjeu de conflit mémoriel, on dira, entre la Grèce et la République de Macédoine du Nord, hein, ancienne Macédoine, qui a été débaptisée. Donc voilà, bien sûr, pour les Grecs, le terme de Macédoine leur appartient, hein, puisque les Macédoniens antiques sont apparentés aux Grecs, hein, alors que les Slaves ne sont arrivés dans la région qu'au 7e siècle. Donc en 2008, le conflit va être ravivé par l'aménagement à Skopje donc d'une statue équestre reproduisant une sculpture de l'Oedipe. À voir aussi qu'il y a un aéroport, l'aéroport de Skopje, qui va être baptisé Alexandre le Grand, et il sera débaptisé depuis. Hein. Donc voilà, en tout cas en 2008, il y a eu une régularisation de la situation, hein, parce que la Macédoine a pris le nom officiellement de République de Macédoine du Nord. Hein, faut être précis. Voilà, donc pour Alexandre, à l'époque contemporaine, je le redis une dernière fois, mais les enjeux, voilà, les thèmes artistiques, on dira, dans la littérature notamment, ou la culture populaire, on verra dans d'autres cycles de conférences. Il nous reste à traiter Alexandre dans les religions. Voilà, je vous remercie.